Donc, dernière séance, normalement, si on arrive à conclure un peu, je dirais, pour rappeler l'essentiel, que Avicenne, aristotélicien, il en est, se laisse rattraper par le néoplatonisme. Nous le savons, pour Plotin, l'un est le principe, sans commencement. Mais il est, si on veut faire cette distinction, à l'origine du nous, de l'esprit, de l'intellect, peut-on dire. C'est-à-dire de cette hypostase, c'est-à-dire de cette substantialisation d'une affirmation qui va se présenter avec le temps, et cela avec Maître Eckhart en particulier, comme une négation de la négation. On verra ça. Quoi qu'il en soit, cette première affirmation d'un nous, d'un intellect, d'un esprit, qui se saisit en dehors de l'un insaisissable. L'un, c'est l'indivisibilité, la simplicité. On peut penser à l'étymologie du mot simplicité, même si c'est peut-être une étymologie fantaisiste, qui rappelle un peu le sans-pli. Le sans-pli, ce qui ne se plie pas, et qui, pour Nicolas de Cuse, se dépliera, comme d'ailleurs chez Deleuze aussi. Le pli se déplie pour se replier. Mais attention, ce pli qui se déplie et se replie se retourne sur lui-même, reste à l'intérieur de lui-même. Alors que le nous plotinien sort de l'un. Car l'un ne peut pas s'intelliger. S'il s'intelligeait, il cesserait d'être un. Il deviendrait, il serait deux. Il s'intelligerait, il se verrait face à face. Et c'est pourquoi l'un, s'il veut s'intelliger, doit pour ainsi dire sortir de lui-même. Et alors, ce qui s'intellige, c'est l'intellect lui-même. C'est l'intellect lui-même qui s'intellige. L'intellect qui s'intellige, c'est le surgissement de la dualité et le commencement de la pluralité, de la division. Car en dehors de l'un, tout est non-un, c'est-à-dire divisible, divisibilité, et divisibilité à l'infini. Car qu'est-ce qui va unifier ce qui se divise? Si justement, pour être un, il faut être indivisible. Tout ça, c'est une question très serrée, quoi, dans le fond. Et donc, Plotin avait critiqué Aristote, sa noésis noéséos, parce que Aristote disait que l'intellect s'intellige, c'est le premier grand principe, c'est l'acte pur d'auto-intellection de soi. Et Plotin va critiquer Aristote en disant que, ben non, justement, le principe est indivisible, il ne peut pas être duel. Et donc, il faut aller au-delà de l'intellect, au-delà de la division, de la dualité, dans l'un où tout est un, dans l'infini où tout est infini. Infini, c'est-à-dire indéterminé, indétermination pure, qu'on a découverte déjà, cette indétermination, dans la Peiron d'Anaximandre, vous vous souvenez? Cette indétermination. Comment cette indétermination va-t-elle se déterminer sans cesser d'être une indétermination? Une indétermination qui se détermine, c'est plus une indétermination. Et donc c'est un grain de sable qui vient sur la page blanche, une tache noire sur la page blanche, quoi, qui vient souiller de son impureté, la pureté immaculée de l'unité pure et nue. C'est extraordinaire. Eh bien, l'aristotélisme, lui, va se développer en donnant à l'intellect toute sa réalité. Car finalement, tout ce qui est ce qui s'intellige. Puisqu'en dehors de l'un, il n'y a que l'intellect qui s'intellige. En dehors
tout ce qui veut s'intelliger et tout ce qu'il est. L'intellect et l'être, c'est la même chose, si vous voulez. Je pense donc je suis. L'intellect et l'intelligé, l'intellectum et l'intellectus, s'unifient, sont le même de manière duale. Parce que ce que l'intellect intellige, c'est l'intelligible. Et cet intelligible, dans la dualité, c'est ce que l'intellect finalement, c'est ce que l'intellect finalement produit de lui-même, quoi, dans le fond. L'intelligible, c'est une production de l'intellect, quoi. Et en dehors de l'unité pure et nue, cet intelligible ne peut que se diviser, se multiplier. Et donc, nous verrons, et c'est pourquoi nous l'avons vu, pour l'aristotélicien Avicenne, l'intellect se multiplie, car en dehors de l'un, il n'y a que de la division, que de la multiplicité, que du divisible. Et donc cet intellect va se multiplier, et il pourrait se multiplier indéfiniment. Mais l'intellect qui s'intellige chez Avicenne, c'est un intellect qui a besoin pour s'intelliger d'un autre intellect, jusqu'au 10e intellect, vous vous souvenez, à savoir l'intellect agent. Avicenne, à vrai dire, s'arrête au 10e intellect, il aurait pu multiplier les intellects indéfiniment, parce que finalement, la division, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais évidemment, elle s'arrête parce que l'intellect, en s'intelligeant au moyen d'un autre intellect, dans l'esprit de fécondité, de production de l'intelligible, c'est-à-dire d'énergie qui se dépense à se produire, cette énergie diminue à mesure qu'elle s'exerce, non ? Et donc, le 10e intellect, symboliquement, si vous voulez, c'est l'intellect qui n'a plus la force de se reproduire lui-même en s'intelligeant en lui-même, si l'on veut. Voyez. Et donc, il va devenir un intellect qui va produire des formes hors de lui-même, qui seront donc, qui vont fluer, que tout est flux dans cet univers, tout est flux. Voyez, et bien, ce 10e intellect, l'intellect agent, appelé agent parce qu'il va produire des formes et actuer l'univers matériel, dans lesquels ces formes vont se cristalliser, si on veut, se matérialiser, là, et justifier le monde multiple comme une multiplicité intelligible, cette fois-ci, vous voyez, ce monde intelligible, non ? Et donc cet univers, et on retrouve ici la structure plotinienne, n'est-ce pas, de l'un, du nous et de l'âme du monde, ouais, d'un monde multiple, ouais, et avec la matière au terme comme étant le résultat de ce flux, disons, qui se dépense jusqu'à perdre toute énergie et en rester là, comme le Dasein heideggerien, nous n'oublions pas. Nous avons ici une structure de pensée, n'est-ce pas, qui est très, très forte et qui est de nature plotinienne, néoplatonicienne, et c'est pourquoi j'insiste dans ce que nous avons vu jusqu'à présent sur l'idée d'un plotinisme heideggerien qui est un plotinisme incomplet, sans retour vers l'un, puisque on en reste uniquement à cette sortie où le commencement est un différé, pour Derrida, avec un A, la différence, avec un A, parce que c'est un différé, c'est un acte de différer, et que donc tout diffère de tout, hein, et par conséquent, nous n'avons plus ici une identité possible, une unité possible, tout se divise sans cesse, ouais, et donc nous avons là une logique de la différence, du différé, qui caractérise la pensée des déconstructeurs, et dont Deleuze est peut-être le plus représentatif, en ce sens qu'il est peut-être le plus logique, entre guillemets, parce que lui, il reprend la notion de flux, de devenir fou, d'épuisement, n'est-ce pas, de l'énergie. Foucault, d'ailleurs, lui-même, pour lui, le pouvoir, c'est cette dépense d'énergie qui exerce finalement
qui s'exerce de manière finalement négative, puisque, nous n'oublions pas, dans cette conception néoplotinienne, si on peut dire, et heideggerienne, reprise par la postérité de Heidegger, comme je l'appelle, le pouvoir, l'énergie avec laquelle se dépense l'unité de l'un pur et nu, enfin, qui est fécondité, parce que Plotin se distingue de Platon en ce sens que pour Platon, l'un est statique, alors que pour Plotin, l'un est dynamique, il est fécondité, il produit. Voilà. Mais il produit autre chose que lui-même, nécessairement. Et donc, nous sommes ici, donc, avec cette postérité heideggerienne, comme je l'appelle, dans une logique où le pouvoir est un pouvoir négateur, n'est-ce pas, de tout ce qui apparaît, de tout ce qui surgit en dehors de l'un. Parce que finalement, l'un veut se rattraper lui-même, veut s'affirmer. Mais la meilleure façon pour l'un de s'affirmer, c'est de nier ce qui le nie. Et c'est ainsi qu'il se transforme en pouvoir négateur, en nihilisme actif. Et ce pouvoir, qui pour Foucault est la clé, mais est-ce qu'il est conscient qu'il est plotinien quand il dit cela, quand il le conçoit, le pouvoir comme il le conçoit, c'est-à-dire comme un pouvoir négatif, n'est-ce pas, qui détruit ce qu'il construit, n'est-ce pas, parce que justement ce pouvoir est l'action de cette unité, cette énergie de l'unité pure et nue qui rejette, qui éjecte, qui projette, n'est-ce pas, tout ce qui sort de l'un, n'est-ce pas, et qui sort nécessairement de l'un parce que l'un ne peut absolument pas accepter quoi que ce soit qui pourrait s'ajouter à lui, car en s'ajoutant à lui, ce qui s'ajouterait à lui, on finirait avec la pureté de son unité. Il serait plus l'un, il serait l'un plus quelque chose. Et c'est quoi ça, l'un plus quelque chose? Ce n'est plus l'un pur et nu. Et donc, c'est dans cette perspective que si nous lisons l'histoire de la philosophie, nous comprendrons comment les pensées s'éloignent, se rapprochent finalement de cette idée fondamentale, finalement, qu'au commencement, il y a soit cette unité pure et nue, soit se différer. Au commencement, il y a soit l'identité, soit, mais alors une identité, n'est-ce pas, qui fait que cette identité est pure et nue et vide, à la manière finalement de l'unité de l'être de Parménide, pour lequel rien justement ne peut s'identifier à cette unité. Et c'est pourquoi son disciple Zénon d'Élée s'emploiera, pour défendre son maître, à justifier que la multiplicité, c'est-à-dire le mouvement, n'existe pas. On connaît bien la tortue et Achille, le mouvement, le mouvement immobile, si on peut dire. Bon, bref. En tout cas, donc, comme vous le voyez, la logique qu'il y a dans tout cela, qui fait que on peut lire l'histoire de la philosophie et à partir de l'histoire de la philosophie médiévale comme l'histoire d'un néoplatonisme et d'un aristotélisme qui se confrontent, qui se marient, comme chez Avicenne par exemple, mais qui ne peut pas ce néoplatonisme et cet aristotélisme ne peuvent pas rester face à face. Il y a donc, il faut faire le sort à la métaphysique de l'un ou à la métaphysique de l'être, mais on ne peut pas confondre les deux, car une métaphysique de l'un, c'est une métaphysique qui rejette l'être, pour laquelle l'être est de trop pour l'éternité, alors que pour une philosophie de l'être, l'unité est l'unité de l'être. Et l'être, la métaphysique de l'être, alors, reprend tout un poids, un volume, une justification du multiple, parce que la multiplicité, alors, n'est plus une division de l'être qui se multiplierait en se divisant, comme si l'être était, n'est-ce pas, une plage de grains de sable. Eh bien non, il y a l'être, justement, c'est un acte d'être
indivisible pour tout étant, pour tout ce qui est. Et donc il s'agit alors, dans le cas de cette métaphysique de l'être, aller au fond de ce qui fonde réellement l'étant, qui n'est pas donc un fond sans fond, comme chez Eckhart, pour qui la créature est un pur néant, suspendu dans le vide, et à la limite aussi le Dasein lui-même, de Heidegger, qui se vide de lui-même, pour ainsi dire, qui est un être vers la mort, quoi, qui est de trop pour l'éternité, etc. Donc il y a ici donc une logique vraiment imparable, et qui fait que justement, donc pour une métaphysique de l'être, il y a une place pour chaque étant, pour tous les étangs, à condition de ne pas faire de la multiplicité de ces étangs qui sont réellement une division d'un étang qui, à vrai dire, ne mérite le nom d'étang que parce que lui-même est un acte d'être indivisible et pur, dont l'essence est d'être. Alors que pour les étangs multiples, l'essence d'un étang fini, de l'acte d'être d'un étang fini, n'est pas son essence. Il n'est pas de l'essence d'un étang fini, de la multiplicité de tous ces étangs et de chaque étang, d'être. Il n'est pas de leur essence d'être. Ce qui fait que le mystère, ce qui fait que le ressort de l'interrogation métaphysique, le ressort le plus excellent de l'interrogation métaphysique est pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien, et qui va devenir chez Heidegger, qui va prendre un sens tout à fait différent chez Heidegger, en ce sens que pour Heidegger, la question n'est pas de savoir et de s'émerveiller qu'il y ait quelque chose et non pas rien, mais qu'il n'y ait pas plutôt rien que quelque chose. C'est extraordinaire. Pourquoi il n'y aurait pas plutôt rien? Parce qu'en effet, tout ce qui est serait de trop pour l'un. Et donc, on ne justifie pas l'être de ce qui est et qui apparaît multiplement dans un monde qui se justifie réellement et qui n'est plus donc un faux être là, quoi, ou un être là qui s'épuise à être et qui est appelé à disparaître, et qui surgit en surgissant au moment où il surgit, en disparaissant, quoi, en s'évanouissant. Et c'est pourquoi l'instant devient la clé de cette pensée de l'un, où c'est en effet dans un instant, dans une soudaineté, un extraifness, que surgit ce qui, en surgissant, fait apparaître ce qui est appelé à disparaître aussitôt paru, puisqu'il est de trop pour cette unité qui doit s'exercer et qui exerce son pouvoir infini, mais un pouvoir nihiliste, de rejet, de rejet. Vous saisissez un peu ici, là. Alors évidemment, nous parlons d'Avicenne, de l'aristotélicien qui se fait rattraper par le néoplatonisme, c'est-à-dire par donc un philosophe qui a très bien saisi la notion de l'être, de la distinction entre l'essence et l'être dans un étant fini, mais ce qui explique comment cet aristotélisme d'Avicenne se fait rattraper par le néoplatonisme, c'est que précisément la composition de l'étant fini, à savoir ces éléments constitutifs que sont son acte d'être et son essence, l'essence qui détermine cet acte d'être et qui fait de cet étant qui est réellement un étant déterminé, un homme et non pas un cheval, et Socrate et non pas Aristote, c'est-à-dire un acte d'être et une essence qui détermine vraiment, qui constitue réellement un être et un étant fini, eh bien, la composition réelle d'essence et d'acte d'être dans l'étang qui constitue des étangs finis, chez Avicenne, est un très grand apport, qui sera repris par Thomas d'Aquin, en particulier, et distinction donc qui sera niée, rejetée par Duns Scott. Ce qui fait que nous allons retrouver un débat entre Thomas d'Aquin et Duns Scott, qui sera un débat qui va expliquer un peu l'histoire qui suivra. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici concernant ce rapport entre l'aristotélisme et le néoplatonisme, c'est que pour Avicenne, la distinction réelle entre l'acte d'être et l'essence, entre l'être et l'essence dans un état fini,
et une distinction réelle, en ce sens que, pour lui, l'être qui vient s'ajouter à un étant fini s'ajoute de l'extérieur. Ce qui est d'abord, c'est l'essence d'un être comme étant une essence possible, comme pouvant être réalisable. L'essence est réalisable, elle est possible, et si elle reçoit l'être, elle le reçoit de l'extérieur, de telle manière que ce qui constitue un étant fini est une séparation réelle, une distinction réelle. L'essence n'est pas l'être, l'être n'est pas l'essence, d'accord, mais l'une peut être sans l'autre. Hein. Alors que saint Thomas d'Aquin ira plus loin en disant non, cette distinction réelle est, à vrai dire, une composition. Une composition qui fait que chaque étant fini est composé en effet d'une essence et d'un acte d'être, mais jamais dans l'étant fini, l'une est sans l'autre. Hein. Jamais l'une n'est sans l'autre. C'est-à-dire qu'elles sont ensemble constitutives d'un étant fini réel. Hein. Alors que chez Avicenne, l'essence demeure suspendue dans le vide, si on veut, ou dans la possibilité pure, tant qu'elle n'a pas reçu l'être. Eh bien, à partir de là, vous avez une problématique extraordinaire et qui va surgir quand Duns Scott, lui, dira non, il n'y a pas de distinction ni de composition entre l'essence et l'être, c'est l'essence qui est. L'essence est. Mais alors il va se trouver devant un universel, mais l'universel qui est, on le sait bien, depuis Aristote, l'idée de Platon, c'est pas cela, là, toute la réalité. Et donc, la réalité, dira Aristote, c'est l'individu, elle est individuée. Eh bien, Scott va devoir justifier l'individuation à partir d'une essence. Hein, et c'est ainsi qu'il va aboutir à son idée de l'individuation sous la forme de l'ekcheitas. Hein, la forme de l'ekcheitas. Eh bien, à partir de là, nous allons voir l'histoire de la philosophie se développer comme une philosophie finalement de l'essence et de l'individuation. Et une philosophie de plus en plus individualiste avec Occam, hein, Occam, pour qui justement la multiplicité, c'est une multiplicité d'individus, mais ces individus sont des mots. C'est une substance individuelle qui est d'ordre conceptuel. On est passé de la notion d'une substance réelle à la notion d'une substance conceptuelle, et en même temps d'une substance conceptuelle qui ne se réduit pas à l'essence comme chez Scott, qui va jusqu'à l'ekcheitas, donc à partir de l'essence, mais aussi qui sera remise en question par Occam, en ce sens que pour Occam, le concept ne renvoie qu'au concept et qu'au mot, pour faire bref. Hein. En tout cas, nous nous trouvons ici devant un pluralisme conceptuel qui est une sorte d'atomisme, une sorte d'atomisme nominaliste. Et alors, à partir de là, vous avez la nécessité, là-dessus va se greffer la logique analytique, la pensée analytique, d'une invention de la logique comme ce qui peut justifier le rassemblement des mots, le fait que les mots ensemble puissent créer du sens, quoi. La logique du sens. Hein. C'est le fait qu'il faut expliquer comment le sens peut jaillir du rassemblement des mots, du langage finalement. On peut inventer autant de logique que de langage, finalement, ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Et puis nous allons nous retrouver ici devant un problème, le problème de la communication, le problème qui est aujourd'hui un peu lancinant dans le fond. Hein, ouais. Alors voilà, je voulais déjà, par ce préambule, faire le point sur ce que nous avons vu pour continuer, et pour voir un peu, constater l'importance d'Avicenne dans cette histoire de la philosophie, et comme un relais aussi dans l'histoire de la pensée médiévale et vers la pensée moderne. Hein, et donc nous allons pouvoir ainsi expliquer maintenant sa noétique
et son anthropologie à partir de sa noétique. Hein. C'est ce que nous avons étudié jusqu'à présent. Bon, alors maintenant, Eric voulait poser une question. L'intellect qui produit l'intelligence. Alors oui, pour... Parce que Kant, ce n'est pas une production, le concept, la représentation, à travers le filtre a priori, de la structure a priori de l'entendement. Aristote, lui, en effet, recourt, et c'est ce qui caractérise l'aristotélisme, à l'abstraction, l'intellection de ce qui est, se réfère, non pas à la création de l'intelligible chez lui, parce que l'intelligible se trouve déjà dans les choses étant composées de matière et de forme. La forme se trouve déjà dans la chose. C'est pourquoi saint Thomas disait déjà que ce qui intéresse le philosophe, non pas ce que les philosophes ont dit, mais ce qu'est la vérité des choses. La vérité des choses étant ce rapport à leur réalité et à leur intelligibilité, étant entendu que pour un aristotélicien, une chose, une substance, une res, en général, bon, est composée justement de matière et de forme sur laquelle s'ajoute cette composition d'essence et d'acte d'être, justement. Ouais, et d'être en puissance et d'être en acte. Il nous permet de poser la thèse folle, comme quoi, en réalité, le sens, l'intellect, non. se trouve dans la chose. Il se trouve dans la chose, mais l'intellect, c'est là où il faut faire introduire la distinction entre intellect possible et intellect agent, parce que ici c'est une doctrine très difficile sur laquelle même Aristote s'est heurté, quoi. Hein. Dans son De Anima, il n'est pas allé jusqu'au bout, et c'est ce qui a provoqué d'ailleurs tous les commentaires médiévaux du De Anima. Hein. Et d'ailleurs, une très belle histoire de ce commentaire qui aboutit bien justement à Avicenne et aussi en particulier à Averroès, que nous étudierons l'année prochaine. Hein. Et nous avons étudié ici aussi ce statut noétique de l'intellect, donc cette nature de l'intellect, comme étant caractéristique de l'âme humaine, ce qui anime le corps, dans une conception aristotélicienne ilémorphique. L'âme est ce qui anime, l'anima, mais ce qui anime le corps n'est pas uniquement une âme qui vient s'ajouter de l'extérieur au corps, mais une âme qui elle-même est, pour ainsi dire, nourrie par le corps, puisqu'elle doit faire appel à des organes, comme l'œil par exemple, pour voir quelque chose et comprendre ce qu'elle voit. Et c'est-à-dire que là, bon, là, ça devient très subtil et très intéressant, c'est ce qu'on a déjà un peu vu, hein, et qu'on va continuer de voir et de revoir avec Averroès, puisque précisément, le statut de l'âme, c'est de l'âme intellective. Ouais. Vous vous souvenez, on avait distingué l'âme intellective, l'âme végétative, l'âme animale, et donc... Donc là, la grande question à l'époque, c'était de savoir s'il y avait trois âmes ou une seule âme qui exerçait toutes ces fonctions. Et la caractéristique de la pensée de saint Thomas d'Aquin par rapport aux autres, si on veut, c'est que pour lui, l'âme, qui est de nature spirituelle, est cependant liée au corps, de sorte que l'intellection de ce que l'âme intellige, l'intellige à partir du corps, en passant de la sensation à l'imagination, de sorte qu'on ne peut rien intelliger sans image. Sans image. Et d'où le rôle important aussi de l'abstraction, puisqu'il faut tirer de la chose, justement, sa vérité. Si on veut, bon, donc là, on a vu un peu tout cela, on va le revoir, enfin, pour répondre à notre question. C'est un terme qui est bien pratique pour décrire, on va dire plus ou moins la temporalité de l'émanation. Ce serait ça? Alors oui, alors là c'est un gros problème, hein, le temps, la temporalité, là, donc c'est justement, je pense que pour Heidegger, le temps et l'être se confondent en ce sens que le temps ne se réduit pas, ne se traduit pas, ne s'explique pas comme la succession d'un passé, d'un présent, d'un avenir qui est pour un Aristote la mesure du mouvement, hein, un mouvement qui est inhérent à la chose,
ce qui est lens mobile, enfin, est mobile, quoi. Et donc, il est dans le temps, et dans le mouvement, et donc dans le temps. Pour Heidegger, le temps n'est plus le temps chronologique de la succession, mais c'est le surgissement. C'est le surgissement, c'est ce qui se rend présent à partir de lui-même. Vous vous souvenez, c'est d'où cette exciveness qu'on pourrait évoquer, ce surgissement soudain qui finalement n'a pas d'explication, puisque dans le fond, ici, ce qui est en convoqué, ce n'est pas l'intellect, mais c'est l'énergie, la force d'être, qu'on retrouve d'ailleurs un peu à sa façon chez Spinoza. N'est-ce pas, le fait que il faut, n'est-ce pas, que l'être se force d'être, si on peut dire. Enfin bref, je ne veux pas insister. Donc donc ici on le voit, n'est-ce pas, le temps, toute autre conception. L'instant, donc, comme tu dis, tu vois, l'instant, c'est vraiment ce surgissement en dehors de toute forme de toute succession. C'est très intéressant, c'est très passionnant de pouvoir saisir dans l'instant ce surgissement qui s'identifie à la vie, finalement. Hein, et là où on voit un peu le nietzschéisme un peu de Heidegger aussi. C'est celui qui est la clé aussi de la troisième hypothèse du Parménide. Enfin, c'est dans l'instant. Ah, exactement. Voilà. Par opposition au nul aristotélicien qui est d'un temps continu et tout, c'est dans l'instantanéité que les prédicats opposés se rejoignent. Voilà. Et c'est là où vous vous rendez compte que Platon a déjà tout dit, et que le Parménide en particulier de Platon est une source lumineuse extraordinaire. Il faut passer par là si on veut vraiment philosopher, quoi. Il faut faire la gymnastique des hypothèses du Parménide. Ouais, c'est extraordinaire. Bon, alors, bon, donc c'est bon. Alors, on va donc clôturer tout ça. Alors, donc, la noétique donc, d'Avicenne commande un peu, en un certain sens, son anthropologie. Et, d'une certaine façon, ne soulève pas la question éthique, au sens où il ne s'agit plus de la relation entre une âme donc, dont l'essence est d'intelliger, l'âme intellective, disons, et le corps, qui est une relation entre... qui n'est plus une relation entre donc, l'âme intellective et le corps, mais une relation dans l'âme intellective entre l'intellection et ce qui est intelligé. Je m'explique. Aristote avait défini l'âme comme la forme substantielle du corps. C'est-à-dire que vraiment ce qui compose une substance, qui n'est vraiment une substance que si elle est composée de matière et de forme, à partir de là, donc, on comprend que l'âme est la forme substantielle du corps qui garantit en même temps l'unité, qui ne remet pas en question l'unité substantielle de l'animal rationnel. Donc le problème qui surgit chez Avicenne est de savoir comment concilier la nature de l'âme comme forme de la matière, du corps, et l'activité intellectuelle dont elle est capable, laquelle est justement, précisément, dématérialisée, immatérielle. Donc c'est la grande question, de toute façon, qui se pose dès le début, même à Aristote. Comment ce qui est immatériel peut commander une activité qui est une activité donc dématérialisée, comment peut-elle commander ce qui est d'ordre matériel et corporel? Donc chez Avicenne, nous l'avons vu, le problème noétique va s'inscrire dans le cadre d'un dualisme anthropologique, sur lequel va se greffer aussi le thème de l'immortalité personnelle de l'âme qui va surgir surtout avec Averroès.
parce que le thème, d'ailleurs, aussi avec Avicenne, un peu, problème aussi de la théologie du Tawhid, du Dieu musulman qui est l'un, est aussi de bien sauvegarder l'immortalité personnelle de l'âme. Parce que sinon, à partir du moment où tout est un dans l'un, et où si Dieu est compris comme étant l'un, un Tawhid qui est unité pure et unie sans l'être, donc s'unir à Dieu, c'est se fondre en Dieu et disparaître, quoi. C'est une forme de nihilisme aussi mystique qu'on retrouve aussi chez Maître Eckhart, d'une certaine façon. Donc ici, il faudra toujours avoir dans l'œil cette tentation nihiliste. Car justement, cette tentation nihiliste naît un peu du désespoir d'exister, dans le fond. C'est né souvent aussi du fait que l'existence est un malheur, quoi. On est de trop pour l'éternité, non, comme dirait Sartre. Et donc, une manière de désespérer, de surmonter le désespoir, n'est-ce pas, c'est d'abonder dans le désespoir, quoi, de se jeter dans le néant, quoi. C'est une manière un peu donc mystique, donc, de vivre ce nihilisme, si vous voulez. Bien, alors donc là, cette noétique avicénienne se caractérise par une première division de l'intellect, consécutive de la situation existentielle de l'âme, c'est-à-dire de l'âme incarnée dans un corps, enfin de l'âme qui se retrouve avec un corps, quoi, et dont on ne comprend pas encore trop bien comment elle s'unit à ce corps, quelle est la nature de cette union de l'âme et du corps. Est-ce que c'est l'union, comme dira Descartes, bêtement, si j'ose dire, n'est-ce pas, de deux substances, alors qu'Aristote avait bien dit, n'est-ce pas, qu'une substance ne peut pas se composer de substances. Qu'est-ce qui fait l'unité, donc, de la substance humaine, si la substance humaine se compose d'une âme et d'un corps? Donc, c'est une belle question. Donc l'âme apparaît déjà chez Avicenne comme une substance spirituelle rattachée à un corps qu'elle dirige. Quelle est la nature de cette substance spirituelle si c'est une substance, quoi, alors qu'elle est substance avec un corps, seulement si elle est unie à un corps. En tant que réalité spirituelle et appelée à participer au monde intelligible, l'âme possède un intellect contemplatif. Donc, c'est-à-dire une des dimensions de l'intellect est de pouvoir contempler. Intellectus contemplativus, capable d'émettre un jugement sur des réalités nécessaires et des réalités possibles, et dont les principes sont des propositions évidentes en soi. Et en tant que substance ayant la maîtrise d'un corps, l'âme est dotée d'un intellect actif, dont l'objet est d'agir. Et les principes et l'autorité des hommes, c'est donc un peu cette action, c'est agir, et le principe donc des hommes d'autorité et de prudence, dit Avicenne. Donc cette division de l'intellect en intellect contemplatif et en intellect actif est en étroite relation avec la doctrine avicénienne, on l'a vu déjà, je crois, des deux faces de l'âme. Une face par laquelle l'intellect regarde le corps qui est au-dessous d'elle afin de le régir, et là c'est la vertu active dont nous venons de parler, et puis l'autre face par laquelle il regarde l'intelligible qui est au-dessus du corps, au-dessus d'elle même, de l'intelligence, afin de le recevoir, cet intelligible, et de s'y soumettre. Et c'est donc l'aspect contemplatif. La face inférieure de l'âme est celle qui est tournée vers l'action, tandis que la face supérieure est celle qui est tournée vers la contemplation. Ces deux faces de l'âme s'opposent entre elles, dit Avicenne, car quand la substance de l'âme s'occupe de l'une d'elles, elle doit se séparer de l'autre. Il est difficile de les concilier. La dynamique existentielle de l'anthropologie, donc d'Avicenne, consiste dans un détachement
progressif des actes que l'âme exerce avec le corps, afin d'arriver à la contemplation du monde intelligible, à laquelle elle est destinée, oui, pour l'éternité. Oui. Donc, dans chacun de ces intellects, contemplatifs et actifs, Avicenne distingue donc 3 états en fonction du degré de potentialité de l'objet visé. Bon, là, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je retiens ceci. Ce détachement progressif des actions n'est pas sans nous rappeler la doctrine néoplatonicienne reprise par Maître Eckhart et d'autres d'ailleurs, du détachement, de l'Abgescheidenheit, c'est-à-dire ce fait qu'il faut se dépouiller de tout ce qui est de trop pour l'un. Ouais, c'est la logique. Bon, là, on en a parlé ailleurs, je ne vais pas insister. En effet, parce que pour les néoplatoniciens, l'action est toujours une contemplation dégradée, sortie hors de l'un, une division dans le fond. Et comment dès lors se produit l'actualisation progressive de l'intellect humain? Telle est la question. L'indépendance donc de l'âme par rapport au corps, dans l'ordre de l'être, doit se traduire aussi dans l'ordre des opérations, des actions. Bon, ça devient un peu difficile, mais on va clarifier ça. La saisie des intelligibles présente 2 cas selon que la forme à connaître, c'est-à-dire intelligée, est séparée de la matière, ou immergée en elle. Si elle est immergée en elle, dans ce cas, Avicenne introduit des modifications considérables dans la doctrine aristotélicienne de l'abstraction. C'est là où on va voir comment il se détache un peu déjà d'Aristote. En effet, abstraire ne signifie plus extraire le noyau intelligible présent en puissance, déjà dans l'image, en vue de l'élever au niveau d'intelligible en acte. C'est-à-dire l'image qui nous rattache encore à la chose, sensation, imagination, intellection. Vous savez, donc la considération des images ne joue qu'un rôle préparatoire. Et en examinant les images, qui est l'œuvre de l'imagination, c'est-à-dire une faculté, l'âme se rend apte à recevoir les intelligibles. Ces intelligibles qui émanent du 10e intellect. Bon, tout ça est une doctrine déjà assez... qui va être enrichie, transformée, tout ça, mais bon. Donc, cette considération des données sensibles implique une préparation active de la part de l'âme, mais qui reste insuffisante pour que l'acte de connaître, d'intelliger, l'acte de connaissance intellectuelle, s'effectue si les formes intelligibles ne proviennent pas des images. Voilà l'idée. La grande idée, c'est qu'on ne peut pas intelliger sans images. Avicenne offre donc une doctrine très élaborée sur les facultés des puissances sensitives. Alors là, je crois qu'on en avait parlé, non le sens commun, on avait distingué le sens commun, l'imagination, la cogitative, l'estimative, la mémoire. On en avait parlé, n'est-ce pas? Bon, donc chacun des sens est lié au corps. Les sens, tout ce qui revient à la sensation, est relié au corps. Et l'imagination est liée à la sensation. C'est la raison pour laquelle les sens ne saisissent jamais une forme entièrement dépouillée de matière. Donc, Avicenne présente donc une doctrine concernant les facultés sensitives, en faisant du souffle vital. Et alors, le mot vital, le souffle vital, vous rappelle la notion d'esprit animal, d'esprit animaux de Descartes. Parce que l'esprit, ça veut dire souffle. Et le souffle, c'est ce qui fait circuler le sang dans les veines. Non, ça pousse. Donc, il part du cœur, justement, et se répartit dans tout l'organisme. Donc, ça, déjà, Aristote l'avait déjà soutenu. Quant aux formes elles-mêmes intelligibles, donc, elles débordent de l'intellect agent, jusqu'à tout flux, et c'est le dator formarum, celui qui donne des formes, qui est le seul capable d'accorder à l'âme intellective des objets détachés de toute matière. C'est-à-dire que les formes ici ne sont pas abstraites, des choses sensibles où les choses sont déjà intelligibles parce qu'elles sont composées d'une matière et d'une forme, comme on disait tout à l'heure. Non, ici la forme vient directement de l'intellect agent. Elle tombe dans la matière.
Ça, c'est donc c'est considérable, comme les conséquences sont considérables, puisque justement, il n'y a plus d'abstraction possible ici. C'est la forme qui tombe dans... On peut dire même que c'est une sorte d'anticipation de Kant, à la mesure où la forme est produite par l'entendement, n'est-ce pas? Quoique, chez Kant, évidemment, tout prend une autre dimension, mais peu importe ici. En tout cas, ce qu'il faut, c'est retenir que la forme n'est plus abstraite, tirée du corps, composé de matière et de forme. Non, la forme tombe dans la matière. Mais je voudrais retenir surtout le côté de la nature de l'intellect. Le côté nature de l'intellect plutôt que l'acte d'intelliger. C'est ça la question. C'est que l'intellect agent prend ici toute la place, quoi. Toute la place. Donc on doit y revenir là-dessus, parce qu'il faut que je revienne un peu sur cette distinction entre l'intellect agent et l'acte possible, mais c'est là, quand on étudiera Averroès, ce sera plus clair. En tout cas, notre intellect est toujours réceptif. Il ne possède pas les moyens d'arriver par ses seules forces à l'intellection en acte. C'est ça ce qu'il veut dire. Seul l'intellect agent permet de le faire. Dans le livre des directives et des remarques, une sorte de résumé aussi de son grand livre, le Shifa, Avicenne compare l'intellect agent au feu qui allume la lampe de l'âme. Et dans le De Anima, dans le commentaire, il le compare au soleil. C'est ça l'intellect agent, quoi. Il allume. J'avais donné cet exemple aussi, un peu plus parlant, de quelqu'un qui se serait retrouvé dans la nuit dans un grand hangar rempli de toutes sortes d'objets, quoi, non? Puis alors il dort là parce que bon, il est fatigué. Et puis alors tout à coup, tout s'éclaire et tout s'allume. Et il voit tous les objets. Et bien voilà, c'est ça l'intellect agent. C'est une lumière qui permet de voir tout ce que l'intellect possible avait contenu, grâce à la sensation, grâce à ce qu'il avait déjà, etc. Bon, l'image vaut ce qu'elle vaut. Donc, il y a tout ce qu'on vient de dire permet de distinguer deux voies principales dans la noétique d'Avicenne. La première, c'est l'affirmation de la transcendance de l'intellect agent, en ce sens que l'intellect agent n'est pas une faculté de l'âme individuelle. Il lui demeure extérieur. Il y a un extrinsécisme là de la composition justement qu'on retrouve un peu, disons, qu'on retrouve entre l'essence et l'être dans les temps, quoi. L'être vient de l'extérieur, quoi. Il s'ajoute de l'extérieur à l'essence. Il n'est pas constitutif avec l'essence, sans laquelle il ne pourrait rien constituer d'un étant fini. La deuxième voie est la conséquence de ce qui vient d'être dit, à savoir le profond extrinsécisme de la noétique avicénienne. La connaissance intellectuelle, c'est-à-dire l'intellection de ce qui est en tant qu'intelligible, résulte d'une illumination, d'une émanation qui constitue une véritable donation de forme intelligible, de sens à la limite, que notre âme reçoit toute prête pour être intelligée en acte, parce que l'intellect agent agit, actue. Le dator formarum confère donc les formes à la matière et est ainsi le garant de l'intelligibilité des substances. Mais il est surtout celui qui confère les formes intelligibles à notre intellect. Donc ici, quand même, vous voyez, on est loin de la notion d'un intellect qui intellige ce qui est intelligible déjà dans les choses. La vérité des choses appartient aux choses. Et donc c'est très intéressant de voir qu'il faut distinguer intellectus et intellectum.
intelligé et intellect, intellect et intelligé. Oui, donc l'intellect, c'est l'intelligé, ici, dans cette conception. Oui, l'intellect, ici, c'est l'intelligé. L'intellect, c'est l'intelligé. Oui, c'est intéressant. Parce que ce qui est intelligé, donc, ce n'est pas la chose. C'est un problème vraiment génial, un problème vraiment essentiel. Donc il faut souligner que ces deux voies ont été formulées déjà avant Avicenne par deux grands prédécesseurs, Al-Kindi et surtout Al-Farabi. Même Al-Kindi, il avait écrit de l'intellect, sur l'intellect. C'était des aristotéliciens qui, eux, ce sont des aristotéliciens pour lesquels c'est le de anima surtout qui importe un certain point de vue. Donc un effet du caractère purement réceptif de l'âme est l'absence de mémoire intellectuelle, c'est-à-dire qu'une mémoire non sensitive. Ce qui est chaud, ce qui m'a brûlé, je m'en souviens, quoi. Mais ici, la question de se savoir si je me souviens d'une idée, quoi, d'une pensée. Tout ce que l'homme peut faire est de se rendre apte à recevoir de l'intellect agent les formes intelligibles, lesquelles ne sont pas retenues par l'âme intellective. Vous voyez, encore une fois, ici, le surgissement, on pourrait dire, tiens, c'est dans l'instant que ça se passe à chaque fois, tiens. Il n'y a pas de mémoire ici. Dans ces conditions, le processus d'apprentissage se résume à acquérir l'aptitude à s'unir au dator formarum, à l'intellect agent, source et dépositaire unique des formes intelligibles. Donc c'est la source et le dépositaire des formes intelligibles qui ne sont pas dans les choses. Pas dans les choses. L'âme doit acquérir progressivement durant toute sa vie cette aptitude, qui est l'état parfait de la puissance réceptive, du pouvoir réceptif. Cet état est dénommé intellectus adeptus, intellect acquis, c'est-à-dire qu'il est déjà uni à l'intellect agent afin de recevoir les formes intelligibles, et qui postule donc une permanente réceptivité de l'âme. On est toujours à l'état de réceptivité. C'est vrai, ici la mémoire n'a aucun rôle à jouer, quoi. Ça se fait dans l'instant, ça peut dire. Donc l'intellectus adeptus, l'intellect acquis, n'est autre que l'ensemble des formes intelligibles elles-mêmes, à savoir celles qui peuvent, à notre gré, finalement, aussi, devenir l'objet de notre attention. Donc, ça aussi, il faut savoir que nous-mêmes, nous avons la possibilité d'intervenir. Cette aptitude à acquérir par apprentissage, donc, chez l'homme, explique les différences entre les individus. En effet, le dator formarum exerce son action illuminatrice de manière continue et invariable. Et ses effets ne se diversifient qu'en vertu des diverses préparations des sujets réceptifs qui le reçoivent. Ils le reçoivent plus ou moins bien, parce qu'ils sont plus ou moins bien préparés à le recevoir, si l'on veut. Et c'est ce qui explique la différence. Le degré le plus parfait de cette aptitude à s'unir à l'intellect agent est appelé l'intellectus sanctus, l'intellect saint, degré auquel peu d'hommes parviennent. Donc, ici, on pourrait faire allusion au verbe chrétien qui est dans la Trinité, le verbe qui est Dieu intelligent lui-même. Mais bon, tout cela, c'est de la théologie ici et métaphysique doivent se conforter l'une l'autre, et il n'est pas lieu ici de développer cet aspect, mais enfin, on peut y penser. Donc l'intellect saint, justement, se caractérise par la capacité de recevoir les formes intelligibles de l'intellect agent, de manière ordonnée, stable, instantanée ou quasi-instantanée. Donc, le degré de perfection constitue le don de prophétie le plus noble. De cette manière, comme chez Al-Farabi, d'ailleurs, qui est important aussi, c'est important de connaître, le savoir naturel s'achève dans le savoir surnaturel. Il y a donc, donc ici, il y aurait beaucoup à dire, et il y aurait surtout beaucoup à dire de la
de la remise en cause d'Avicenne, de la critique que fait Al-Ghazali d'Avicenne, le soufi, le mystique Al-Ghazali, intéressant aussi, qui critique Avicenne ici. Donc là, il y a une richesse ici d'histoire aussi importante. Hein, donc l'âme profite d'être dans le corps, tant qu'elle y est, pour s'élever progressivement à l'état de pureté. Au commencement, le corps représente une certaine aide. Mais à mesure que l'âme acquiert l'aptitude à s'unir à l'intellect agent et se tourne vers le monde, les réalités intelligibles, le corps devient un obstacle. Hein, et la fonction active que l'âme doit exercer en lui devient une véritable gêne. Une sorte de gradation ici. Donc c'est la raison pour laquelle le corps a un rôle un peu ambivalent. Il est à la fois le moyen et l'obstacle. On verra comment. Donc une fois que l'âme a obtenu l'état d'union intermittent avec la source de son être, c'est-à-dire l'agent, l'intellect agent, elle n'aspire qu'à quitter le corps pour rendre stable la relation susdite. L'âme sait que seulement après la mort, elle trouvera sa félicité définitive, débarrassée de la matière corporelle. En ce sens, vous voyez, la noétique d'Avicenne se révèle être cohérente avec une anthropologie dualiste. Et en même temps, on sent ici l'influence néoplatonicienne. L'anthropologie avicénienne va se transmettre au Moyen-Âge et poser de graves problèmes, justement, à savoir que l'unité de l'homme doit être remise en question, brisée, pour assurer à l'âme sa substantialité, son immortalité. Il faut donc c'est du platonisme, ça. Il faut apprendre à mourir, il faut quitter son corps, alors que, justement, dans le contexte chrétien dans lequel va réfléchir sur Avicenne saint Thomas, le corps est une partie constitutive, et même d'ailleurs dans le contexte aristotélicien, le corps est une partie constitutive de la substance humaine. On ne peut pas concevoir un homme sans son corps. Et c'est pourquoi la mort ne peut être que la séparation non permanente de l'âme et du corps. L'âme doit retrouver son corps. Et le corps a son âme et l'âme son corps. Et en même temps, ce qui évite de tomber dans la métempsychose, dans la conception, n'est-ce pas, d'une âme qui se baladerait de corps en corps, comme dans les religions asiatiques, où chaque âme retrouverait un corps selon le comportement qu'elle a eu dans la vie. Eh bien, non, pour l'immortalité étant personnelle, l'immortalité de la personne implique que l'âme soit unie à son corps et non à un autre corps. C'est intéressant, ça, c'est très riche aussi. Donc là, c'est aussi une doctrine qui, on sent bien que là, c'est une doctrine qui se complète bien, quoi, qui va jusqu'aux ultimes conséquences de l'affirmation de l'unité substantielle d'un homme composé d'une âme et d'un corps. Et qui fait que cette âme, nécessairement, ne peut pas être cette âme universelle dont parlera Averroès, est unique pour tous les hommes. C'est intéressant. Donc là, on verra tout cela, parce que là, j'ai toute une discussion à mener avec Alain de Libera en particulier. Nous discuterons de tout cela. Alors, une autre question aussi se pose, non moins grave, et qui est de savoir comment justifier justement la multiplicité numérique des âmes, c'est ce que je viens de dire, étant donné qu'elles sont des substances spirituelles reliées accidentellement à un corps. Bon, ça, je viens de le dire. Donc, dans le cadre des catégories aristotéliciennes, on arrive à un dilemme où on affirme l'unicité de l'âme intellective, où on affirme la diversité spécifique des âmes individuelles. D'autre part,
s'il y a dualisme, à ce dualisme s'ajoute l'extrinsècisme, hein, gnoséologique, si l'on veut, au sens où c'est l'âme qui, de l'extérieur, s'ajoutant au corps de l'extérieur, affecte sérieusement la conception de l'homme, puisque l'unité et la consistance substantielle donc, du moi est ici remise en question tant sur le plan de l'être que sur le plan de l'agir. C'est l'unité selon l'être de l'homme et l'unité de l'agir. Parce que justement, chaque action n'est pas la négation de l'action qui précède. D'où la notion de responsabilité d'ailleurs aussi dans l'action, puisque quand j'agis, ce que je fais aujourd'hui a des conséquences sur ce que je vais faire tout à l'heure ou demain, quoi, etc. Donc en raison de ces deux caractéristiques, dualisme donc et extrinsècisme, l'anthropologie avicénienne s'éloigne de l'aristotélisme, puisque pour l'aristotélisme, tout de même, donc matière et forme sont toujours l'une sans l'autre, constitutives d'une substance individuelle. Le néoplatonisme va marquer Avicenne profondément, et toutes les anthropologies médiévales postérieures en ressentiront les effets. Et tout cela sera toujours même, je dirais, d'actualité. Et comme vous le voyez, donc, l'étude de la noétique est une étude importante en philosophie, puisqu'elle concerne non seulement la théorie de la connaissance, mais la nature de l'intellect. Car la théorie de la connaissance dépend de la nature de l'intellect. Et cela a des racines métaphysiques, comme on l'a vu. Bien, alors je crois que nous avons dit ici tout ce que nous pouvions dire, tout ce que nous avions à dire, peut-être pas parce que il aurait fallu rester ici encore beaucoup plus d'années à parler, mais nous continuerons avec Averroès et puis aussi avec Plotin, puisque vous avez Plotin au concours l'année prochaine, donc on va voir comment tout cela va se mettre ensemble. On fera des séances un peu alternatives peut-être.